Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Mathieu Lacombe, je suis kinésithérapeute à l'hôpital Raymond Poincaré. Et je remercie d'abord les organisateurs de m'avoir invité. Je vais vous parler du handicap neurologique sur sa version d'incapacité à pouvoir tousser efficacement. Donc je vais vous parler des techniques d'assistance à la toux chez ces populations atteintes de pathologies neurologiques. Alors, je vais commencer à contextualiser un peu la situation. Donc, très brièvement, on sait que l'atteinte de la commande des muscles respiratoires va être responsable schématiquement de deux phénomènes. Le premier, c'est l'hypoventilation alvéolaire, dont on a eu plusieurs présentations qui vont pouvoir être compensées par de la ventilation mécanique invasive ou non invasive. Donc une première stratégie. Et puis à côté de ça, on a le problème du drainage bronchique qui parfois malheureusement est déficient, qui va être alimenté par des troubles de déglutition chez certains de ces patients, avec une situation d'encombrement qui est non gérable par le patient, et donc la nécessité de faire de la kiné respiratoire, et notamment les techniques d'aide à la toux, qui va être le sujet de cette présentation. Alors si on essaie maintenant de se focaliser sur ces assistances à la toux, elles peuvent être utilisées de plusieurs manières. On peut, sur un encombrement sous-glottique, aider le patient à tousser efficacement, finaliser par une évacuation des sécrétions, voilà, sur de la routine clinique. Et puis, cette aide à la toux, elle peut être aussi intégrée dans un processus de désencombrement qui est un peu plus large, avec une hydratation éventuelle des sécrétions, un drainage périphérique, non instrumental, postural ou manuel, pour ensuite clôturer le désencombrement par de l'assistance à la toux. Donc c'est une technique qui est utilisée en phase stable ou en phase aiguë, elle est préventive, elle peut être curative, et donc elle intéresse évidemment les kinésithérapeutes, mais pas uniquement, puisque l'entourage du patient va être confronté aussi à aider le patient à tousser efficacement. Alors, la toux, qu'est-ce que c'est ? On sait tous un peu sa physiologie, hein, donc c'est un processus de protection des voies aériennes qui est réflexe et volontaire, et qui se développe en 3 temps. Une inspiration profonde, alors avec un diaphragme qui va se contracter, des inspirateurs accessoires, on se place dans le volume de réserve inspiratoire, puis ensuite une phase de compression, fermeture de cette glotte, une compression de l'air par une contraction statique des expirateurs, et puis ensuite l'expulsion de l'air avec des débits qui vont permettre de décrocher les sécrétions. Ce débit qui peut être mesuré grâce à un spiromètre portatif ou bien un peak flow. On demande aux patients de tousser dans un masque et on va pouvoir évaluer cette toux. Qu'est-ce qui se passe chez nos patients neuro ou neuromusculaires ? Eh bien, on va avoir d'abord une atteinte de la toux volontaire, qui est liée à plusieurs choses. D'abord, une commande inspiratoire qui va être déficiente. Le patient ne peut pas prendre suffisamment d'air pour tousser efficacement. Et puis, la phase de compression va également être impactée par deux choses. D'abord, une commande expiratoire qui est déficiente, des abdominaux qui ne peuvent pas comprimer suffisamment l'air, et puis parfois une compétence glottique qui va également être impactée. Donc, on aboutit à un débit de toux qui va être inférieur à une valeur seuil autour de 180 litres par minute, qui est le seuil d'efficacité de la toux. Et on se retrouve dans des difficultés de gérer des problèmes d'encombrement avec des risques de surinfection bronchique et d'hospitalisation. Il y a deux autres points qui peuvent être également évoqués lors de cette physiopathologie. C'est une toux réflexe qui parfois peut être préservée malgré une toux volontaire altérée, notamment pour les patients qui ont un déficit en dessous du tronc cérébral. Et puis, un dernier point qui est la participation, la coopération du patient qui parfois est difficile lors des toux à la demande sur, par exemple, des problématiques de cognition notamment. Donc il faut aider nos patients à tousser. Comment on peut faire ? Avant de parler de compensation, on peut déjà essayer de parler de prévention et de potentialisation. Donc on peut essayer de prévenir des situations d'encombrement. Je pense notamment sur les phénomènes de fausse route, avec un positionnement correct du patient lors du repas, ou bien chez les patients trachéotomisés notamment, avec une gestion du ballonnet pour éviter l'incursion de salive à l'intérieur des bronches. Dans la prévention, on peut également aussi être dans l'idée de gérer cette compliance thoracique qui a tendance à diminuer par des techniques instrumentales comme le relaxateur de pression dont nous parlera le professeur Hélène Prigent tout à l'heure. Et puis, il y a la potentialisation. C'est ce dont parlait tout à l'heure Vincent, avec notamment
des techniques qui permettent de renforcer les muscles respiratoires, mais on peut également positionner correctement le patient pour potentialiser, par exemple, un diaphragme, essayer de mettre une gaine abdominale chez certains patients, je pense aux patients tétraplégiques, et puis travailler la coordination des 3 tons de l'atout avec un travail de glottage qui peut être fait en partenariat avec l'orthophoniste, notamment. Donc ça, c'est la version potentialisation, prévention, et puis ensuite, il y a toutes les compensations qu'on peut mettre en place pour aider les patients à tousser plus efficacement. Donc la première technique la plus usuelle, celle sur laquelle on va se positionner souvent en première intention, c'est les compressions manuelles thoraco-abdominales. Donc on va essayer de suppléer le déficit des muscles respirateurs par des compressions, soit à 2 mains, soit à 4 mains, sur le thorax, sur l'abdomen. C'est une technique qui est intéressante parce qu'elle est non instrumentale. Donc, elle permet, du coup, sans appareil associé, d'effectuer ce genre d'aide à l'atout. Par contre, elle est parfois traumatisante, elle peut être source de fatigue. Donc, elle présente quand même un certain nombre de limites. La deuxième stratégie, c'est l'hyperinsufflation. Cette fois, on va compenser le déficit des muscles inspirateurs. Et donc, on a plusieurs stratégies que je vais essayer de développer rapidement pour surgonfler les patients et faire en sorte que les patients toussent plus efficacement, qu'on va pouvoir associé à des compressions manuelles pour tendre à augmenter l'efficacité de l'atout et obtenir une toux qui soit supérieure avec des débits supérieurs à 180 litres par minute. Alors, quelles sont les stratégies qui nous permettent de créer cette hyperinsufflation? Je les ai divisées en 2. Il y a les techniques d'abord par empilement, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que le patient empile plusieurs petits volumes d'air de différentes manières. La première technique, c'est une technique autogène, c'est le frog, la respiration glossopharyngée, où le patient va utiliser les muscles de la bouche, de la langue, pour comprimer l'air dans la cavité buccale et propulser cet air à l'intérieur de la trachée. Donc ça, c'est une première stratégie. La deuxième stratégie, c'est l'air staking, qui est en fait l'empilement également de plusieurs volumes courants délivrés par différents appareils. Ça peut être un ballon insufflateur, ou ça peut être, comme le disait Michel Toussaint, une VNI en mode volumétrique. Parce qu'en barométrique, malheureusement, ça ne marche pas. En pratique, le patient va prendre un premier volume courant, donc le mettre dans ses bronches et fermer ensuite le caisson pulmonaire grâce à la glotte, va attendre ensuite que l'appareil délivre un deuxième volume courant, il ouvre alors la glotte et empile ce deuxième, voire un troisième volume courant pour tousser plus efficacement. Donc on voit bien que c'est une technique qui est intéressante, elle permet une certaine autonomie, notamment lorsque le patient utilise cette technique sous VNI ou avec le frog. Elle a une limite, c'est qu'elle n'est pas possible si le patient ne peut pas bloquer son air grâce à sa glotte. Et on sait qu'on a un certain nombre de patients qui vont avoir donc, cette glotte inefficace, ou bien en présence de trachéotomie où la glotte sera chantée. Et donc impossible de faire ce type de technique chez certains patients. L'autre stratégie, c'est une hyperinsufflation, cette fois en une seule fois. Le patient va être surgonflé en une fois par différents appareils, comme le relaxateur de pression. Et puis, une autre stratégie, c'est utiliser des programmes dédiés maintenant dans certaines ventilations de domicile, qui sont des programmes d'hyperinsufflation qui peuvent être pilotés à la demande avec un appui sur un petit bouton qui permet de créer une hyperinsufflation et en une fois permettre au patient de tousser plus efficacement. Donc, l'intérêt, c'est qu'on a un appareil qui est 2 en 1, qui va permettre à la fois d'assurer la ventilation et d'effectuer également cette aide à l'atout pour nos patients. Et c'est possible, donc, malgré une glotte inefficace et chez les patients qui sont trachéotomisés. Alors, quelle hyperinsufflation utiliser? Parce qu'on voit qu'il y en a un grand nombre. Je pense que de façon très pratique, il faut faire le point dans l'environnement du patient. Qu'est-ce qu'on a comme techniques qui sont éligibles? Est-ce qu'on a un relaxateur de pression à disposition? Une ventilation non invasive en mode volumétrique? Voilà, donc ou un programme dédié qui est implémenté à l'intérieur de la ventilation. Donc, on regarde un peu les différentes cartouches qu'on peut avoir. Et puis ensuite, on regarde le profil respiratoire du patient. Si le patient, notamment, n'a pas de glotte efficace, il va falloir évidemment éliminer toutes les techniques d'empilement. Donc voilà, on va pouvoir essayer de choisir des techniques qui sont adaptées par rapport à notre patient. Et puis ensuite, quel niveau d'hyperinsufflation? Est-ce qu'on surgonfle nos patients? Oui, donc on essaie de leur faire prendre de l'élan pour qu'ils toussent plus fort. Après, avec une certaine limite, c'est-à-dire que c'est ce qu'a montré donc Méliès en 2014, il faut gonfler nos patients, mais de façon submaximale. La performance, c'est aussi le confort. Donc, on ne surgonfle pas nos patients, on les gonfle, oui, mais à peu près à 90% de leur capacité inspiratoire maximale.
concernant le niveau de preuve, là, il y a un message fort, c'est que les compressions manuelles, oui, augmentent le débit de pointe à la toux, l'hyperinsufflation également, et comme l'a montré Michel Toussaint en 2009, si on associe cette hyperinsufflation avec des compressions manuelles, on augmente encore un peu plus les capacités de générer des débits de pointe à la toux, avec un effet qui est synergique. Donc le message, c'est essayer de compenser à la fois le déficit des muscles inspirateurs et expiratoires pour atteindre un niveau de toux plus efficace. Donc voilà, en ce qui concerne donc, ces stratégies d'hyperinsufflation, on va changer un tout petit peu de paradigme avec une technique qui est légèrement différente, qui est l'inexsufflation mécanique. Donc c'est un principe un peu différent, puisque c'est une machine qui pousse de l'air grâce à une pression positive et crée une hyperinsufflation lors du premier temps de la toux. Par contre, ensuite, elle va créer une pression négative. Donc ça, c'est particulier, puisque le patient va être exsufflé. Donc il y a une pression négative à la bouche grâce à un masque qui est posé sur le visage du patient. Et le patient va tousser dans ce masque, dans ces tuyaux qui génèrent cette pression négative en espérant pouvoir aspirer l'air contenu dans les bronches et donc augmenter l'efficacité de la toux. Alors sur le marché, on a maintenant beaucoup d'appareils qui permettent d'effectuer cette hyperinsufflation. Je n'ai pas mis le VOSCSM dont parlait Jésus hier, mais sinon, voilà, on en a 6 actuellement qu'on peut utiliser pour aider les patients à tousser efficacement avec à l'intérieur des petites fonctions particulières qui les différencient. On peut ajouter des compressions manuelles sur le temps expiratoire si on souhaite augmenter encore l'efficacité de la toux. Donc le principe pression positive, pression négative, les modes, on a 2 modes, essentiellement un mode manuel où on va piloter à la main la pression positive puis la pression négative, et puis un mode automatique où on va pouvoir donc déterminer les temps d'insufflation, d'exsufflation pour permettre un cyclage, et donc c'est souvent le mode le plus utilisé pour que ensuite l'appareil soit utilisé aisément à la maison. Et ensuite, c'est utilisable, quelle que soit l'interface, soit avec un masque, mais aussi avec un raccord annelé chez les patients intubés ou trachéotomisés. Et il y a une petite astuce pour essayer de récupérer les patients qui sont trachéotomisés. Ces sécrétions, on va pouvoir les récupérer en mettant, par exemple, une sonde d'aspiration qui est insérée à l'intérieur du raccord annelé. Et donc, on va attendre que les sécrétions soient aspirées par l'exsufflation pour ensuite aller les piéger et les remonter. Donc l'intérêt, c'est qu'on est sur une aspiration qui devient non invasive, puisque c'est plus la sonde qui descend dans la trachée, mais c'est la sécrétion qui remonte vers le raccord annelé pour être piégée et être aspirée par l'aspiration. Donc ça a été montré comme efficace et intéressant pour les patients notamment trachéotomisés chez les patients tétraplégiques sur une ancienne étude de Gaston en 2000. Concernant les réglages, encore en pratique, quels réglages adopter sur ces techniques d'inexsufflation? La littérature nous guide avec des pressions d'insufflation qui sont plus faibles que les pressions d'exsufflation, inférieures à 40 cm d'eau, des pressions d'exsufflation qui vont être variables selon le profil respiratoire du patient, des temps d'exsufflation autour de 2 secondes, une pause autour d'1 seconde, des oscillations qui sont possibles dans certains des appareils, mais qui pour l'instant n'ont pas montré une preuve évidente, comme l'a montré très récemment un papier de Jesús Sancho de 2009 sur des patients SLA. Et quant aux indicateurs ensuite qu'on peut utiliser, ils sont d'abord très cliniques, c'est-à-dire, il faut se poser la question, est-ce que les sécrétions remontent? Est-ce qu'avec les réglages que j'ai adoptés, j'arrive à désencombrer correctement le patient? Quel est son ressenti, quel est son confort? Je peux adapter un petit peu donc, mes pressions, mes niveaux de pression par rapport au patient. Et après, la mesure du débit de pointe à la toux, j'ai mis un point d'interrogation parce qu'on verra que on pourrait l'utiliser, mais malheureusement, ce débit de pointe à la toux a quand même quelques limites pour évaluer l'efficacité de la toux avec l'inexsufflation. Donc, concernant la littérature sur le sujet, elle est très clairement positive. On sait que c'est une technique qui fait consensus. L'inexsufflation, on l'utilise, donc elle est largement favorable. Les travaux de Bach nous ont montré que le débit de pointe à la toux était augmenté versus des techniques plus usuelles comme l'hyperinsufflation et les compressions manuelles. Des séances qui sont plus courtes et des techniques qui sont sûrement à privilégier pour les patients pour qui il y a un échec des autres techniques d'assistance à la toux, pour les patients présentant une fatigue importante, et chez les patients intubés et trachéotomisés. Donc là, c'est vraiment la population la plus éligible à ce type de technique.
Alors, est-ce qu'on l'utilise chez tout le monde? Il y a quand même quelques limites qui sont abordées dans la littérature. La première, évidemment, ça crée de l'hyperinsufflation. Donc, comme toutes les techniques d'hyperinsufflation, il y a une contre-indication, c'est des atteintes de type pneumothorax, barotraumatisme. Donc là, on est prudent sur l'utilisation de ce type de technique. Sur les limites liées au dispositif, on sait qu'un certain nombre de patients qui vont générer des débits de pointe à la toux qui dépassent 300 litres par minute avec l'usage d'une hyperinsufflation et des compressions manuelles, pour ces patients qui dépassent ce débit de pointe supérieur à 300 litres par minute, si on rajoute une exsufflation, donc on leur demande de tousser dans un masque qui génère une pression négative, il y a grande chance que cette pression négative ne soit pas intéressante, elle est même délétère, puisque, comme on peut le voir sur cette courbe, la courbe de pression en fait négative va s'inverser, elle se positive, et elle se positive parce que finalement la capacité d'exsufflation de l'appareil est débordée par les possibilités de toux du patient. Et donc de l'air s'accumule dans les tuyaux et la pression négative se positive et crée un frein lors de l'expiration du patient. L'autre limite qui a été largement pas largement, mais assez bien documenté, notamment par imagerie, grâce aux travaux de Jesús Sancho et de Tina Andersen plus récemment, c'est des phénomènes de collapsus des voies aériennes. On en parlait hier. Tina Andersen, par laryngoscopie, a bien montré que ce soit sur la pression positive, mais également lors de la pression négative, lors de l'usage de l'inexsufflation, on pouvait avoir des phénomènes de collapsus des voies aériennes avec une adduction des cordes vocales, une bascule de l'épiglotte qui va gêner du coup l'effort de toux. Plus récemment, nous avons montré ce même phénomène, non pas grâce à une imagerie, mais grâce à la mesure des courbes débit-volume, chez une population non SLA, mais présentant des pathologies neuromusculaires. Et cette analyse de la courbe débit-volume chez des patients à qui on augmentait progressivement la pression d'exsufflation a permis de montrer 3 types de comportements. Dans le profil A, on voit des patients qui, au fur et à mesure de l'augmentation de la pression négative, font gonfler leur courbe débit-volume, donc sans phénomène d'obstruction ou de fermeture. Et puis un deuxième groupe, le groupe B, pour qui, à partir d'un certain niveau, c'est-à-dire que là, à partir de moins 50 cm d'eau, et puis après à moins 60, plus clairement, on a un phénomène de collapsus qui va se manifester. Et puis, une dernière population qui présente cette fois un collapsus qui apparaît d'entrée, donc dès les pressions les plus faibles, dès moins 20 cm d'eau, manifestement chez qui l'inexsufflation mécanique n'est pas la technique la plus appropriée pour assurer le désencombrement. Je terminerai, s'il me reste un peu de temps, oui, il me reste un peu de temps, par d'abord la coopération du patient. Parce que si on parle d'atteinte neurologique, il est clair qu'un des facteurs limitants, c'est la coopération du patient. Chez les patients qui sont trachéotomisés, finalement, le fait de shunter les voies aériennes permet d'avoir quand même des solutions pour désencombrer. Puisque, en mettant par exemple une inexsufflation mécanique, on sait que sur une trachéotomie, on va pouvoir assurer le désencombrement correctement. Par contre, chez les patients n'étant pas trachéotomisés, là les choses se compliquent très sérieusement. Je n'ai pas de solution miracle, c'est vraiment de l'adaptation selon le profil respiratoire du patient. Donc on va essayer d'être un peu opportuniste, on va utiliser la ventilation spontanée du patient. Pourquoi pas donc exploiter des phénomènes un peu automatiques qui des fois se manifestent durant la séance avec un bâillement, une toux spontanée, un rire qu'on va exploiter avec des appuis thoraciques sur le temps expiratoire, par exemple, pour essayer de majorer la toux ou l'expiration générée par le patient. Provoquer le réflexe de toux par des appuis sur la face antérieure ou latérale de la trachée, je crois que très clairement, il faut s'abstenir de faire ce type de manœuvre. L'aspiration nasopharyngée, elle permet d'aller aspirer effectivement des sécrétions qui seraient derrière la langue, mais elle ne risque pas de résoudre notre situation. Et donc, encore une fois, on a une obligation de moyens, peut-être avec un S, et par contre, des fois, les résultats nous manquent, il faut passer la main. Et comme le disait Michel tout à l'heure, parfois, sur des toux qui deviennent inefficaces, et il va falloir se tourner vers des techniques invasives comme la fibroscopie et la ventilation invasive.
Je clôturerai juste sur cette diapositive. Sur un autre facteur important qui me tient à cœur, c'est le transfert de compétences entre l'hôpital et la ville, puisque on a maintenant beaucoup de techniques qui permettent d'assurer le désencombrement de nos patients. Il est important que ces techniques, elles passent la barrière de l'hôpital, qu'elles soient utilisées en ville par les kinés libéraux notamment, mais également par les aidants et les proches, puisque les kinés ne sont pas tout le temps présents pour effectuer les techniques de désencombrement. Donc c'est important de sensibiliser le patient et son entourage face à ces techniques. Et c'est un frein important actuellement, avec peut-être une attention particulière pour les familles qui deviennent experts dans les techniques de désencombrement. J'ai discuté avec cette maman qui m'expliquait qu'elle effectuait le désencombrement de son enfant. Elle était très à l'aise avec l'inexsufflation mécanique. Par contre, son kiné libéral, lui, était dédié à la mobilisation des 4 membres, mais ne souhaitait pas utiliser cet appareil. Et c'était finalement la maman qui était la plus à même, qui était l'experte en fait respiratoire au foyer. Et je pense que c'est une bonne chose, mais c'est quand même une responsabilité. Et en termes d'impact sur la qualité de vie, il faut quand même peut-être structurer nos moyens pour faire en sorte que à la maison, pour des questions de prévention et de qualité de vie, on essaie d'améliorer ce transfert entre l'hôpital et la ville pour le patient. Voilà, je vous remercie beaucoup. Allô ? Merci Mathieu. J'ai juste une question sur les papiers que vous avez publiés sur les 3 profils. On comprend bien que dans le premier profil, en fait, au fur et à mesure que tu augmentes la pression négative, il augmente les débits expiratoires. C'est bien ça. Dans le 3e profil, c'est clair que quoi qu'il en soit, la pression expiratoire négative, ça collapse. C'est-à-dire que c'est la glotte, probablement c'est une dysfonction glottique. Alors, ce qui m'intéresse, c'est le 2e groupe, parce qu'il a un seuil à partir duquel la pression négative appliquée diminue les débits expiratoires. Alors dans ces cas, est-ce que tu as pu caractériser ce type de patients? Parce que tes patients ne sont pas boulevers. J'ai compris bien. Je ne suis pas des SLA ni des Steinert qui ont des dysfonctions boulevers. Par contre, dans ces cas-là, ce n'est pas l'effet glottique, mais c'est l'effet succion de la pression négative. C'est-à-dire c'est l'effet soupape de la pression négative. C'est une sorte de dépasser la pression critique, comme l'apnée au sommeil, par exemple. C'est l'oropharynx qui se collapse. Est-ce que vous avez regardé en fibroscopie? Parce que dans les papiers de Tina, tous les patients étaient boulevers. C'est ça. C'est une grande différence, c'est que là on est sur une population qui était non bulbaire. Alors on n'a pas fait d'imagerie parce que, enfin voilà, d'abord je n'ai pas les compétences pour le réaliser. C'est quand même un peu moins simple de le réaliser et de pouvoir regarder. C'est un peu difficile il n'y avait pas de profil particulier, il y avait plusieurs types de pathologies qui étaient impliquées. Sur le dernier profil, sur le profil C, il y avait notamment quand même un certain nombre de patients qui présentaient des amyotrophies spinales, qu'on sait avoir des dysfonctions glottiques, même si elles ne sont pas forcément documentées très clairement. Sur le 2e profil, l'idée c'est de se dire que sûrement, au même titre que les muscles respiratoires, il y a quand même sur les muscles laryngés, pharyngés, une faiblesse qui, à un certain moment, ne permet pas d'assurer cette contraction, une contraction active suffisante. Et d'ailleurs, c'est intéressant puisque c'est ce que disait Tina Andersen sur son papier, c'est qu'elle souligne l'intérêt que le patient soit le plus actif possible, et notamment avec des systèmes maintenant de trigger sur l'inexsufflation mécanique qui permet au patient de vraiment lancer son inexsufflation. Et peut-être que du fait d'un travail actif et sollicitant pour le patient, on pourrait réduire un petit peu ces phénomènes de collapsus, mais ils sont d'abord en lien, je pense, avec des performances de musculature et des voies aériennes supérieures. Mais en fait, ces systèmes automatiques, ces systèmes déclenchés, oui. Ils déclenchent l'inspiration, mais pas l'exsoufflation. L'idéal, c'est qu'ils puissent déclencher l'exsoufflation, parce que l'insoufflation, c'est une durée fixe. Donc l'exsoufflation, c'est un temps expiratoire fixe. Exactement. C'est un message pour le fabricant, il faut faire un trigger expiratoire, comme dans les machines de VNI. Ouais. Et je rebondis un tout petit peu parce que je vois que j'ai oublié un point important, c'est aussi cette notion de débit de pointe à l'atout, puisqu'on voit sur ces courbes débit-volume que finalement les débits de pointe à l'atout n'étaient pas impactés en fait par la présence ou l'absence de collapsus. Et ce qui nous a intéressé aussi, c'est se dire que finalement il va falloir analyser un petit peu, pour certains patients tout du moins,
la forme de la courbe débit-volume, puisque le débit de pointe à la toux ne permet pas de pouvoir statuer sur la présence ou pas d'un collapsus. Et donc il faudrait travailler un peu sur cette notion de temps de soutien d'un certain débit pour permettre d'apprécier un peu l'effort de toux, parce que l'effort de toux, ce n'est pas un pic, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu plus long. Voilà. Juste un détail, hein. Le débit de pointe à la toux, il augmente systématiquement au fur et à mesure que tu baisses la pression négative. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la question, c'est est-ce que ce débit de pointe, il est alimenté par le fait que les voies aériennes supérieures se collabent? C'est-à-dire que ça ne vient pas des poumons, mais ça vient d'en haut. Et les modèles sur banc le confirment. La succion de l'air qu'il y a supraglottique, quoi. Oui, c'est ça. Alors ça, on n'a pas la réponse, hein, mais les essais sur banc le confirment. C'est-à-dire que tu règles, tu fais ça sur un banc avec un circuit rigide et tu le remplaces par un circuit mou, tu augmentes dans les mêmes réglages le débit de pointe à la toux. Et tu vois le collapsus derrière. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre un spiromètre à la sortie du CAF6 systématiquement? C'est la première question. Et une autre question, mais je pense que la réponse est peut-être négative. Les systèmes de type VEST qui sont très utilisés aux États-Unis n'ont pas d'efficacité dans ces indications pour le drainage périphérique. Alors, j'ai entendu la première question, pas la deuxième. Donc, est-ce qu'il faut mettre un spiromètre à la sortie Oui, du CAF6 chez tous les patients? Et deux, est-ce que le CAF6, la veste est efficace ou pas du tout? Parce qu'aux États-Unis, c'est très utilisé, mais pas du tout. Est-ce qu'il faut mettre un spiromètre à la sortie? Idéalement, ça serait une valeur intéressante, puisque ça permettrait d'analyser pour chacun des patients. Après, je me range aussi sur l'avis de Michel Chatwin et de Tina Andersen. Peut-être qu'on a d'abord des patients à screener chez qui il va falloir titrer cette pression négative pour pas peut-être être systématique pour tout le monde. Mais pour éviter d'avoir une prise en charge qui soit un peu trop lourde. Donc j'ai pas de réponse très claire sur le sujet, mais je pense que peut-être dans un premier temps, pour des questions de temps et purement pragmatiques, on essaie de tendre en tout cas vers une analyse chez certains patients de ce critère-là. Donc je pense que c'est effectivement intéressant chez tout le monde. Je ne sais pas, idéalement, oui, mais d'un point de vue pragmatique, déjà, chez les patients pour qui vont vous décrire des phénomènes de fermeture, pour qui l'inexsufflation semble peu efficace, oui, ça serait intéressant de le faire en période stable, parce que ça nécessite que le patient soit vu, qu'on teste les différents niveaux, on incrémente cette pression négative. Donc, idéalement, après, ça serait mon souhait, évidemment, c'est une consultation d'aide à la toux qui permettrait d'être structurée et de faire ça de façon un peu plus formelle. Voilà. Et la deuxième partie de la question, j'ai pas entendu. La veste. Ah, la veste. Alors, j'ai pas d'expérience clinique sur le sujet. Donc, j'ai tendance à botter en touche pour l'instant sur le sujet. Évaluons, mais je suis confiant sur le rôle du kiné quand même. Soit c'est la veste qui le fait à ta place, quoi. Non. Alors les vibrations, sur les vibrations, il me semble que la littérature est assez pauvre quand même pour l'instant. Le niveau de preuve est assez pauvre et n'a pas montré un intérêt pour l'instant flagrant sur ce désencombrement périphérique, du coup plutôt, je pense. Mais peut-être que d'ici quelques temps, on verra qu'il y a un intérêt fort. Il y a d'autres alternatives. Hein. Je vous regardais chez les blessés médulaires, on utilise aussi des contractions électriques, une électrothérapie pour effectuer une contraction des abdominaux qui est cyclée avec l'inexsufflation pour augmenter encore les débits. Donc il y a des stratégies, mais qui sont plutôt de l'ordre expérimental qui ont été développées. Oui, moi j'avais une question par rapport aux autres techniques possibles, mais qui, je pense, ne sont pas validées. Et en pédiatrie, que j'utilisais il y a quelques années et encore maintenant, sur le percussionnaire, est-ce que c'est une technique
dont vous utilisez chez l'adulte. En tout cas, moi, en pédiatrie, c'est recommandé non, mais en tout cas utilisé en pratique. Est-ce qu'il y a des retours ou un peu plus d'études qui ont été faites sur cette technique-là? Alors, sur le percussionnaire, à titre personnel, on l'utilise très peu, parce que finalement, on utilise beaucoup l'hyperinsufflation et l'inexsufflation à visée aussi de drainage périphérique et pas uniquement sur des désencombrements proximaux. Donc j'ai finalement assez peu d'expérience, mais à culpa. Mais par contre, il y a assez peu de papiers sur le sujet, mais il y en a quand même un, qui est celui de Michel Toussaint, chez des patients trachéotomisés, qui avait montré un intérêt quant à permettre d'assurer le drainage des sécrétions bronchiques. Donc il y a un niveau de preuve qui existe. Son usage est utilisé. Le gros intérêt de cet appareil, notamment en pédiatrie, c'est que c'est pas forcément volitionnel, et donc le patient va pouvoir être désencombré sans forcément qu'il soit. Je suis trop long. En tout cas, voilà. Donc oui, en pédiatrie, sûrement chez l'adulte aussi. Donc c'est quelque chose d'important. Et un niveau de preuve qui existe, qui est relativement faible, mais qui existe, oui. Je ne sais pas si j'ai répondu. Voilà. Merci beaucoup. Merci Mathieu. beaucoup. Merci.